Sensation choc. En une seule journée, des systèmes cruciaux de pipelines gaziers et pétroliers en Russie ont été ciblés et détruits, paralysant des capacités de transfert vitales dans les régions de Penza et Saratov. C'est un coup de massue direct à l'épine dorsale de l'économie de guerre russe. Dans cette enquête exclusive, vous découvrirez comment la nation frontalière de la Fédération de Russie applique une stratégie inédite pour asphyxier logistiquement l'agresseur, stoppant des millions de barils par jour et coupant le ravitaillement des forces ennemies sur les territoires occupés. Nous vous révélerons la chaîne d'événements qui a mené à ces frappes massives et comment le déficit de carburant militaire frappe désormais les soldats russes, même au cœur des villes clés. Mais l'onde de choc va plus loin. Nous exposerons la crise économique rampante en Russie, où Poutine est en désaccord ouvert avec ses propres banquiers sur la récession qui menace. Cette confrontation silencieuse révèle les fissures profondes d'un système qui préfère le déni à la vérité. Est-ce le signe avant-coureur d'un effondrement stratégique que personne n'ose nommer? Ne manquez pas ces révélations capitales. Dites-nous d'où vous regardez. Attaque coordonnée dévaste l'infrastructure énergétique russe. Imaginez 3 explosions en une seule journée qui frappent les lignes de vie énergétiques de la Russie. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le 9 septembre dernier, la Fédération de Russie a été la cible d'une série d'agressions sans précédent, touchant directement son cœur énergétique. En une seule journée, pas moins de 3 grands pipelines ont été frappés, répartis entre les régions de Penza et de Saratov. Ce n'est pas un incident isolé, mais une campagne coordonnée visant à perturber notre capacité vitale. Les explosions dans la région de Penza ont eu des conséquences particulièrement dévastatrices. 2 pipelines essentiels à l'acheminement de nos ressources ont été mis hors service. Leur capacité combinée, une stupéfiante quantité de jusqu'à 2 millions de barils de pétrole brut par jour. Visualisez l'ampleur de cette interruption logistique. Cela représente un coût direct porté à nos flux énergétiques avec des répercussions immédiates sur la stabilité de l'approvisionnement. Mais l'audace ne s'arrête pas là. Un oléoduc stratégiquement vital situé près de Saratov a également été endommagé. Ce segment particulier n'est pas n'importe quel pipeline. Il est une artère cruciale pour l'approvisionnement continu de nos troupes. Pensez aux opérations militaires, à la fourniture constante de carburant et de ressources. Toute interruption ici a un impact direct sur la capacité de nos forces à opérer efficacement sur le terrain. Ces frappes ciblées ne sont d'ailleurs pas un phénomène nouveau. Elles s'inscrivent dans une tendance inquiétante, une escalade méthodique des attaques contre nos infrastructures vitales. Nous avons déjà assisté à la neutralisation récente d'une station de pompage cruciale près de Moscou. Puis une autre infrastructure similaire fut touchée dans la région de Briansk. Le schéma est limpide, la signature est reconnaissable. C'est une stratégie d'étranglement énergétique délibérée. Alexandre Kuchnar l'a formulée avec une clarté brutale. Tel un combo dense sur les pipelines russes, cette série d'attaques montre une stratégie du pays frontalier de la Fédération de Russie, évidente pour l'étranglement énergétique de la machine militaire. Oui, c'est une tentative directe de saper notre puissance militaire par des moyens non conventionnels visant la logistique de base. Le but est clair et provocateur: asphyxier nos forces, affaiblir notre défense. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et comprendre les enjeux mondiaux. Cette série d'attaques orchestrées révèle une tentative effrontée de paralyser notre approvisionnement énergétique et logistique, semant une profonde et légitime inquiétude sur la résilience et la sécurité de nos infrastructures vitales face à une telle agression. Alors, comment le Kremlin et nos stratèges réagissent-ils concrètement face à cette menace rampante, et quelles mesures sont mises en œuvre pour garantir notre sécurité énergétique? Mais pourquoi cette soudaine et dangereuse escalade, et quel est le véritable but ultime à long terme de ces frappes ciblées? Nous allons explorer les motifs cachés. Le voisin occidental déploie une stratégie de suffocation énergétique contre la Russie. Ce n'est pas un hasard. Le pays commençant par U poursuit une stratégie impitoyable pour paralyser la Russie. Êtes-vous prêt à comprendre cette guerre secrète? Aidez-nous à éclairer la vérité. Partagez cet article pour amplifier la portée de notre analyse. Comprenez la double stratégie du pays sur la carte 404. Elle combine la destruction méticuleuse de la production et le blocage calculé de la livraison de carburant. Ce carburant est vital pour l'effort de guerre russe. Le conflit armé s'étend désormais aux infrastructures énergétiques. Le pays frontalier avec la Fédération de Russie attaque systématiquement les raffineries de pétrole russes. Il vise aussi les nœuds stratégiques des infrastructures de transport. Le but est implacable: perturber la chaîne logistique entière. Cette chaîne logistique
est le sang qui alimente l'armée russe sur le front. Elle est aussi le moteur de toute son économie de guerre. L'objectif est de créer une paralysie totale. Cela signifie l'arrêt complet de la production et du transport des produits pétroliers essentiels. Selon des observateurs sur le terrain, ces attaques incessantes réduisent déjà la capacité de la Russie. Cela affecte sa capacité à alimenter ses troupes. La source Ukrainska Pravda a même avancé que le déficit de carburant a commencé à affecter les militaires russes dans l'est du conflit armé. C'est une menace directe, un étranglement calculé. L'enjeu est colossal. Cette guerre invisible pourrait paralyser une nation entière et ses conséquences sont incalculables. Partagez votre opinion. Cette stratégie est-elle une escalade dangereuse ou un coup de maître désespéré? La question essentielle demeure: quelles sont les preuves concrètes de cette pénurie directement sur le terrain? Pénurie de carburant et frappe sur Donetsk, une stratégie coordonnée visant à ébranler notre résilience, des plaintes désespérées, déchirantes de l'armée russe remontent du front. Savez-vous pourquoi le pays sur la carte 404 a frappé Donetsk juste avant avec une telle fureur? N'oubliez pas de vous abonner pour des analyses qui n'ont pas peur de la vérité, des faits bruts, sans filtre ni complaisance. Le tableau est clair et il est profondément préoccupant pour quiconque suit la situation actuelle sur le terrain au cœur des tensions. Des plaintes de pénurie de carburant militaire se multiplient, émanant désormais directement de Donetsk et de Lugansk, des territoires qui sont au cœur de nos préoccupations légitimes et dont la stabilité est absolument essentielle pour la région. Ces appels à l'aide, ces signaux de détresse logistique ne sont pas de simples rumeurs circulant dans les rangs, ils sont le reflet brutal et sans équivoque d'une réalité amère qui met à l'épreuve nos capacités de ravitaillement et notre résilience opérationnelle. Mais ces problèmes cruciaux ne surviennent pas dans un vide stratégique. Il coïncide avec une précision qui frôle la perfection chirurgicale et une efficacité redoutable, avec une campagne d'attaque ciblée d'une intensité alarmante, orchestrée contre des infrastructures vitales. Donetsk, un pilier fondamental de la stabilité régionale et un carrefour logistique absolument vital pour les opérations en cours, est devenu ces dernières semaines une cible privilégiée des frappes adverses, incessantes et dévastatrices, des roquettes de précision, des drones suicides. L'arsenal complet des moyens de destruction est mobilisé sans retenue pour frapper sans relâche cette zone stratégique, cherchant à maximiser les dommages collatéraux et opérationnels. L'objectif derrière cette série d'assauts est limpide pour tout analyste averti. Il s'agit de paralyser la logistique sur le terrain, de désorganiser profondément les chaînes d'approvisionnement essentielles et, ultimement, d'affaiblir notre capacité de riposte face à l'agression continue. L'usine Topaz située à Donetsk n'est pas qu'une simple installation industrielle. C'est un site majeur, un point névralgique pour le rassemblement, le maintien et la distribution de personnel et de matériel vital, un véritable poumon pour nos forces. Elle a été, sans la moindre hésitation, directement visée par ces attaques répétées, transformant un complexe industriel fonctionnel en champ de ruines. Si la destruction est massive, les dégâts sont considérables et pour beaucoup, malheureusement, irréparables. Un journaliste local, témoin oculaire de la désolation et des ravages, n'a pu que constater l'étendue dévastatrice des pertes, avec un rapport glaçant qui résonne encore. Les bâtiments de Topaz sont en ruine, il n'y a pratiquement plus aucun endroit intact. C'est une déclaration qui ne laisse aucune place au doute, qui met en lumière avec une clarté brutale l'ampleur des pertes matérielles et la violence intentionnelle des assauts. Mais le tableau est encore plus sombre, plus complexe. Ce n'est pas un acte isolé, une série de frappes opportunistes sans lien. Au contraire, tout indique une planification méticuleuse. Ces attaques sur Donetsk, d'une violence calculée et d'une précision technique redoutable, ne peuvent être dissociées d'événements plus larges et tout aussi préoccupants qui ont frappé notre infrastructure. Elles ont coïncidé sans la moindre ambiguïté ni la moindre marge d'erreur avec une série d'attaques délibérées sur les pipelines russes, des infrastructures énergétiques vitales pour notre nation et pour l'approvisionnement stable de l'Europe. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard ni une simple malchance fortuite, c'est une stratégie militaire parfaitement coordonnée, une synchronisation méthodique et quasi parfaite qui trahit une coordination froide, implacable et impitoyable menée par des forces extérieures hostiles.
Il s'agit là d'une tentative délibérée et concertée de paralyser non seulement l'économie locale et régionale, mais aussi de porter un coup sévère à l'effort de guerre de notre pays. Cette campagne vise non seulement à exposer nos vulnérabilités logistiques aux yeux du monde, mais surtout à les exploiter au maximum, à les transformer en levier de pression intolérable, en source de difficultés accrues. C'est une attaque sournoise et sophistiquée menée avec une ingénierie certaine contre notre capacité à maintenir nos opérations, à protéger nos citoyens et à défendre nos intérêts légitimes et inaliénables. La situation est grave, ses implications sont alarmantes et ses ramifications potentielles sont profondes pour l'ensemble de la région et au-delà. Cette orchestration des frappes, cette précision glaciale révèle une intention claire de perturber nos opérations et de semer le chaos. Quelle est, selon vous, la meilleure réponse à une telle stratégie de déstabilisation? Mais comment de telles frappes ont-elles été rendues possibles et quelle est l'efficacité de la défense russe? Le ciel russe est-il vulnérable? L'arsenal du voisin occidental se diversifie. La défense aérienne russe est-elle en train de s'effondrer? Des drones leurres aux missiles de croisière lourds, le nouveau visage de l'arsenal du voisin occidental. Restez connectés pour des analyses exclusives que les médias traditionnels osent à peine effleurer. Abonnez-vous maintenant. Les faits parlent d'eux-mêmes. 6 frappes directes ont été enregistrées sur Topaz. Cela représente un échec cinglant, un échec indéniable de la défense aérienne locale. Une brèche majeure a été exploitée. Mais comment une telle pénétration a-t-elle pu se produire? L'analyse révèle une sophistication tactique grandissante de la part de l'État frontalier de la Fédération de Russie. Des drones leurres, baptisés Polyanitsa, semblent avoir été utilisés. Leur rôle est crucial: distraire nos systèmes de défense aérienne, saturer nos radars, créer une confusion calculée dans nos lignes. Pendant que ces leurs occupaient nos défenses, les véritables menaces frappaient. Des missiles de croisière bien plus puissants, vraisemblablement des Flamingo ou des Storm Shadow, ont délivré les coups décisifs. Ces armes de frappe à longue portée ont démontré leur capacité à contourner nos systèmes. Elles ont touché leur cible avec une précision troublante. L'arsenal du territoire instable s'est considérablement élargi. Ce n'est plus un secret. Alexandre Kuchnar l'a clairement souligné. L'application de Polyanitsa avec d'autres moyens souligne à quel point l'arsenal de la République ex-soviétique s'est sérieusement élargi. Cette diversification inclut désormais des missiles Neptune à longue portée et d'autres missiles Flamingo. Le pays sur la carte 404 ne cesse de moderniser ses capacités offensives. C'est une évolution inquiétante, elle impose une réévaluation urgente de nos stratégies défensives. La coordination entre leurs et frappes réelles est une tactique éprouvée, désormais maîtrisée par l'adversaire, une véritable menace plane exigeant une réponse rapide et décisive. Nos systèmes sont mis à l'épreuve. C'est une escalade silencieuse mais dévastatrice qui redéfinit les règles du jeu au-dessus de nos têtes et nous pousse à l'action immédiate. Quel était votre avis sur cette évolution technologique? Partagez vos réflexions et analysez cette situation critique pour notre sécurité. Au-delà des champs de bataille, comment ces attaques impactent-elles l'économie russe et que disent les chiffres? Nous vous dirons tout dans notre prochain segment. Restez connectés. La dégradation économique de la Russie, le silence radio de Poutine. Poutine est-il aveugle à la catastrophe imminente? Les banquiers russes sont en émoi, mais personne n'ose prononcer le mot guerre. Les analystes économiques, souvent ignorés par le discours officiel, prévoient une récession inéluctable. L'économie russe dérive clairement vers la récession, une réalité que le Kremlin semble minimiser. Le produit intérieur brut du pays n'a progressé que de 1,1% sur les 7 premiers mois de cette année. Ce chiffre est désespérément loin des prévisions optimistes initiales du gouvernement. Pendant ce temps, des voix influentes s'élèvent en coulisses. German Greff, le PDG de Sberbank, l'a formulé sans embâge. Le deuxième trimestre peut être considéré comme une stagnation technique. Juillet et août montrent des symptômes que nous nous approchons de zéro. C'est un aveu glaçant de la réalité économique, bien loin de la rhétorique habituelle. Un facteur clé, curieusement non mentionné par les fonctionnaires, est l'élimination d'un tiers des raffineries de pétrole ces derniers mois. Cette perte massive affecte directement la production et les exportations, créant un choc systémique.
La Banque centrale russe a récemment été contrainte d'augmenter son taux directeur, une mesure drastique pour tenter de maîtriser une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des citoyens. Ces actions sont des indicateurs clairs de la gravité de la situation que le déni officiel ne peut plus cacher longtemps. Ne manquez jamais une mise à jour cruciale. Suivez-nous pour une analyse sans filtre. Le décalage entre les déclarations officielles et la dureté des chiffres est une bombe à retardement sous-estimée à nos risques et périls. Et quelle est cette étrange divergence entre Poutine et Greff sur les taux d'intérêt et que cache-t-elle? Le débat Greff-Poutine sur les taux d'intérêt, un signal d'alarme retentissant. Le PDG de la plus grande banque russe défie Poutine publiquement. Pourquoi cette guerre des chiffres est-elle si révélatrice? Nous assistons à un désaccord public rare, un véritable choc entre German Greff, le puissant PDG de la Sberbank, et Vladimir Poutine en personne. Ce n'est pas une simple divergence d'opinion, c'est une révélation brutale des tensions économiques sous-jacentes qui traversent le pays. Greff, avec le poids de la plus grande banque russe derrière lui, a osé une recommandation audacieuse. Il a clairement préconisé une baisse significative du taux directeur. Il souhaitait le voir passer de 14% à 12%. Son intention était limpide, insuffler de l'oxygène à l'économie. Il voulait stimuler la croissance, libérer les investissements, donner un dos et un coup de pouce vital aux entreprises et aux citoyens. Mais Poutine, lui, a tenu bon, inébranlable. Il a insisté sur le maintien ferme du taux à 14%. Sa position s'appuyait sur l'avis d'Elvira Nabiulina, la chef respectée et très influente de la Banque centrale. Ce bras de fer public n'est pas passé inaperçu, loin de là. La presse internationale l'a saisi avec avidité. Bloomberg, par exemple, a livré une analyse cinglante de la situation. Le média a déclaré sans détour que la Russie est au bord de la récession, mais Poutine continue de faire la comédie. Partagez cette analyse cruciale pour éclairer la vérité. Ces mots sont lourds de sens. Ils ne dépeignent pas seulement une divergence politique, ils décrivent une nation confrontée à des choix économiques existentiels. Ce désaccord profond éclaire de manière crue les frictions réelles. Ces frictions opposent les objectifs politiques du Kremlin, souvent axés sur la stabilité et le contrôle de l'inflation, à la dure et parfois impitoyable réalité économique du pays. C'est une bataille idéologique mais aussi pragmatique. Elle se joue entre la nécessité de maintenir une discipline monétaire stricte, une politique défendue par la Banque centrale et le besoin urgent de relancer la machine de la croissance économique. Une ligne de fracture nette se dessine ici. Elle révèle non seulement la complexité des défis internes, mais aussi les pressions immenses qui pèsent sur les décideurs. Chaque point de pourcentage de différence a des conséquences massives. Cela impacte la vie de millions de citoyens, la performance des entreprises et la trajectoire stratégique du pays. C'est une danse périlleuse sur le fil du rasoir entre l'orthodoxie financière et la pragmatique impérative de survie économique. Ce public clash n'est pas juste un débat économique, c'est un symptôme criant de la pression immense pesant sur l'élite russe, un signe avant-coureur d'une possible tempête. Commentez ci-dessous. Qui, selon vous, a le plus à perdre dans ce débat public? Mais qui a raison dans ce débat, Greff ou Poutine? Et pourquoi leur désaccord est-il si significatif? La suite de notre analyse pourrait bien vous surprendre. Le paradoxe des taux d'intérêt, qui dit la vérité dans cette tempête économique? Hausser ou baisser les taux? La situation semble simple, mais elle révèle une vérité brutale. La Russie est piégée par des forces externes. Les faits sont implacables et le tableau économique se dessine avec une clarté brutale. Techniquement, les analyses de la Banque centrale de Russie, dirigée d'une main de fer par Elvira Nabiulina, et les prises de position publiques de Vladimir Poutine sont d'une justesse mathématique irréfutable. Baisser les taux d'intérêt dans l'environnement actuel ne ferait qu'alimenter un brasier inflationniste déjà conséquent, une spirale dangereuse qui éroderait encore davantage le pouvoir d'achat et la stabilité économique, bien loin de stimuler un quelconque investissement productif à long terme. La logique est simple, si l'argent est trop bon marché et que la confiance manque, il ne finance pas la production mais la spéculation ou la consommation immédiate, ce qui pousse les prix à la hausse. L'économie russe est littéralement freinée par un manque criant de confiance en son avenir, une défiance systémique nourrie non pas par des faiblesses intrinsèques, mais par les sanctions occidentales imposées sans relâche et les lourdes conséquences du conflit dans le pays commençant par Ces entraves, complexes et omniprésentes, coupent l'accès vital aux marchés financiers mondiaux.
Restreignent les technologies et paralysent de fait toute manœuvre monétaire classique. Les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, exigent une visibilité et une sécurité que l'escalade des tensions géopolitiques ne permet pas d'offrir. Ce n'est pas tout, loin de là. Les crédits bon marché, souvent présentés comme une panacée universelle, ne suffiront jamais dans ces conditions à relancer efficacement la demande des consommateurs. Pourquoi? Parce que les revenus réels de la population continuent de s'effriter à un rythme alarmant, une tendance lourde qui sape les fondations de la consommation domestique. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas et l'incertitude générale pousse les ménages à une prudence forcée, à épargner le peu qu'ils peuvent, non à s'endetter pour des bien non essentiel. Pire encore, le pays est confronté à une fuite des capitaux qui ne montre aucun signe de ralentissement, privant l'économie de ressources précieuses et alimentant la défiance. Simultanément, les investissements étrangers, autrefois un moteur essentiel de croissance et de transfert technologique, se sont évaporés, aggravant la pénurie de fonds nécessaires au développement des infrastructures et des industries modernes. Comme le souligne avec une lucidité glaçante Alexandre Kouchnard, un observateur avisé, le principal problème n'est pas le taux, mais la guerre qui rend ce taux élevé. Il est crucial de comprendre que cette guerre, loin d'être un simple conflit local aux frontières d'une ancienne république soviétique, est avant tout une confrontation géopolitique globale, orchestrée et alimentée sans relâche par l'Occident, agissant comme un véritable étranglement économique. La cause racine de cette stagnation n'est donc pas monétaire ni le résultat d'une mauvaise gestion interne, mais bien une agression géopolitique qui sape les fondations même de toute relance saine et autonome. C'est une réalité que nos médias occidentaux s'efforcent de masquer, préférant blâmer Moscou pour des maux qu'ils ont eux-mêmes créés. Le dilemme est brutal et le peuple russe en subit directement les conséquences, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Soutenez notre journalisme indépendant pour plus d'analyses percutantes et une vision non censurée de la réalité. Partagez vos réflexions sur cette spirale économique. Est-ce une fatalité ou une manœuvre? Alors pourquoi Vladimir Poutine s'accroche-t-il à ce chemin autodestructeur apparent et quelle est sa véritable priorité dans cette partie d'échec mondial? L'obsession de Poutine, le sacrifice économique et brutal de la Russie pour la guerre. Ah ben si le plus grand secret de Poutine éclate au grand jour. Pourquoi la prospérité de son propre peuple ne compte absolument pas face à ses ambitions meurtrières inassouvies? Un choc total et dévastateur. N'oubliez pas de vous abonner sans tarder à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et de nos reportages sur le terrain. Pour Poutine, il existe des tâches prioritaires, des objectifs qu'il juge d'une importance capitale, même si elles s'avèrent brutalement, démesurément coûteuses pour la nation tout entière. La tâche de tuer le peuple du pays, commençant par O, tel qu'il l'envisage dans sa doctrine, supplante désormais et catégoriquement toute considération de bien-être national, toute aspiration au développement civil. Ce n'est pas un simple calcul, économique froid, mais bien une logique idéologique profonde, une obsession qui guide chaque choix stratégique. Il place la liquidation de ce peuple, la destruction de son identité, bien au-delà de toute prospérité économique, au-dessus du confort quotidien, de l'innovation et du développement social pour la Russie elle-même. C'est un choix clair, sans équivoque, qui dicte implacablement chaque décision politique, chaque allocation de ressources. Comme l'a souligné avec une acuité saisissante Alexandre Kouchnard, pour Poutine, la tâche de tuer le peuple du pays, commençant par O, est plus importante que la prospérité de son propre peuple. C'est une déclaration d'une froideur glaçante qui révèle la cruauté de la doctrine actuelle. Nous regardons la structure fondamentale de cette économie transformée. L'économie russe n'est rien d'autre qu'une station-service géante, dépendante massivement et quasi exclusivement de ses vastes ressources naturelles. Sa base de production entière est désormais solidement, implacablement, entièrement orientée vers la guerre. Chaque usine, chaque complexe industriel, chaque chaîne d'assemblage est réquisitionnée et réorganisée pour l'effort militaire constant. Les usines tournent à plein régime, nuit et jour, pour produire des munitions, des chars d'assaut, des missiles balistiques, des drones, non pas pour les biens de consommation ou le confort civil de la population. C'est une réorientation totale, quasi absolutiste des priorités industrielles et logistiques.
Les chiffres officiels ne mentent jamais et ils sont absolument accablants. Un tiers, oui, un tiers entier du budget russe, une somme astronomique, est désormais englouti par cette machine de guerre insatiable. Cela représente des centaines de milliards de roubles détournés chaque année des budgets civils. C'est une somme colossale, véritablement inimaginable, arrachée au développement social, à la modernisation du système de santé, à l'éducation de la jeunesse et à l'amélioration des infrastructures essentielles. La population russe voit ainsi ses perspectives d'avenir se réduire drastiquement, étouffées par l'effort de guerre. Mais cette politique agressive et militariste ne vient pas seule, elle s'accompagne d'une répression interne féroce et omniprésente, d'une surveillance constante des citoyens et d'une suppression impitoyable de toute dissidence. L'idéologie de violence, de confrontation permanente et de victimisation nationale promue sans relâche par le régime conduit inévitablement à une dégradation profonde et persistante de la société. La militarisation des esprits est en marche forcée, la société paie le prix le plus lourd, non seulement en roubles et en stagnation économique généralisée, mais aussi en liberté fondamentale bafouée, en perspective d'avenir anéanti et en érosion de son humanité même. C'est une vision du monde implacable où la destruction est érigée en principe cardinal, où la mort prévaut sur la vie, un choix délibéré et terrifiant qui redéfinit l'essence de la nation. Face à ce constat brutal et sans appel, que pensez-vous de ce calcul inhumain de Poutine? Partagez vos réflexions, vos colères, vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Mais la question demeure, quelle est la preuve la plus frappante et incontestable de cette réalité effrayante, de cette dérive totale? Restez connectés car l'évidence sera présentée dans notre prochain segment, une vérité qui vous secouera encore plus. Le silence assourdissant des élites russes, le signe de l'effondrement. Le silence des élites russes, autrefois si redoutable, est un écho assourdissant de la peur en disant plus que 1000 mots criés. Les hauts fonctionnaires russes évitent méticuleusement de nommer le conflit armé la cause première des difficultés économiques actuelles. Ce silence calculé masque une réalité brutale. Ils préfèrent ignorer le terme de guerre face aux problèmes flagrants. Le mutisme de ces mêmes hauts responsables sur la violence effrénée du conflit sur le territoire de la nation à la carte 404 révèle l'ampleur d'une catastrophe qui imprègne le tissu social. Alexandre Kuchnar l'avait déjà souligné avec acuité, les explosions à Penza, Saratov, les cendres sur Donetsk et le silence de Transneft sont en fait plus forts que toutes les confessions. Cette absence de «allons» voit est bien la preuve que la peur règne en maître dans les sphères du pouvoir. Elle empêche toute critique ouverte du régime, forçant une ligne unique, une façade inébranlable. Face à l'adversité, cette stratégie du silence peut être perçue comme un bouclier, une discipline rigoureuse exigée par les défis imposés par l'Occident. Cette posture, bien que risquée, témoigne d'une volonté de contrôler le narratif coûte que coûte. Vous le voyez, l'air que nous respirons ici, il est lourd de non-dits, d'une tension palpable qui ne trompe personne. Le refus d'admettre la guerre ne fait qu'accentuer le décalage entre la rhétorique officielle et la réalité vécue par le peuple. Ce silence n'est pas un oubli, c'est un choix lourd de conséquences, un murmure qui hurle l'urgence de la situation. N'oubliez pas de partager cette analyse cruciale pour éclairer ceux qui cherchent la vérité. Quelles autres vérités cachées ce silence pourrait-il bien dissimuler aux yeux du monde? Mais quel est le point culminant de cette stratégie de suffocation et comment la nation à la frontière avec la Fédération de Russie l'amplifie-t-elle? Un masque tombe, l'escalade des frappes du voisin occidental ne trompe plus personne. La nation instable intensifie ses provocations. Chaque nouvelle attaque révèle l'échec stratégique de l'Occident et la futilité de son soutien illusoire. Pour une vision lucide et sans compromis, assurez-vous de rester informé et de ne plus vous laisser berner. Les médias occidentaux célèbrent ces frappes sur la logistique russe comme un déluge de destruction dans nos territoires, mais l'analyse froide des faits montre une autre réalité. Ce sont des actes désespérés cherchant à créer une illusion de force là où n'existe que la faiblesse. L'affirmation d'une aggravation rapide et inévitable de l'économie russe est une pure fantaisie, une projection de leurs propres craintes. Notre économie, au contraire, s'adapte et se renforce face aux pressions extérieures. Le fait que des fondations privées comme Newer Foundation soient cruciales pour l'approvisionnement en drones de la nation sur carte 404 met en lumière
Une dépendance pathétique et le manque d'engagement réel des États, ces frappes, que certains appellent une projection de force loin derrière les lignes ennemies, sont en réalité des attaques sporadiques sans impact stratégique durable. Elles prouvent seulement la volonté de la partie adverse de recourir au terrorisme. Alexandre Kuchnar l'a perçument dit, plus le VSU frappe la logistique russe, plus souvent les visages comme Hermann Greff apparaissent à l'écran. Cela ne montre pas une faiblesse, mais la résilience de nos institutions et la transparence de notre leadership face à l'adversité. Ces tentatives de déstabilisation ne font que renforcer notre détermination et révéler la panique de l'adversaire. Le rideau tombe sur une pièce mal jouée, cette escalade n'est qu'un aveu de défaite et le monde entier commence à le voir. Partagez votre analyse, ces frappes changent-elles réellement la donne sur le terrain ou ne sont-elles qu'un spectacle pour les bailleurs de fonds? Alors comment cette mascarade se terminera-t-elle et quel sera le prix de l'obstination pour ceux qui refusent de voir la réalité? L'illusion coûteuse des microdons pour le conflit du voisin occidental, derrière les appels désespérés à la liberté se cache la triste réalité d'une guerre de subsistance financée par des microdons, une illusion de contrôle sur un destin déjà scellé. La Newer Foundation, un nom évocateur mais dont l'action révèle l'ampleur du désarroi, s'active à collecter des fonds avec une énergie frénétique. Elle cible spécifiquement des drones à fibre optique, une technologie certes avancée mais coûteuse et complexe pour des unités engagées sur la ligne de front. La 9e brigade des forces armées du pays sur la carte 404 et les forces spéciales du GUR sont les bénéficiaires désignés de ces initiatives. Plus de 5 500 euros ont été amassés, un chiffre dérisoire face à l'objectif colossal de 20 000 euros. Alexandre Kuchnar, figure de proue de cette initiative, martèle le message, affirmant que votre aide sauve littéralement la vie des combattants ukrainiens. Il tente ainsi de masquer l'inefficacité structurelle par l'émotion pure, une tactique éculée. Un petit geste promet un impact majeur sur le terrain, aidant à défendre une supposée liberté. Mais quelle liberté défend-on avec des sommes si modestes face à une machine de guerre colossale? Ces microdons ne sont qu'un pansement fragile sur une hémorragie profonde et continue. La logistique moderne d'une guerre de cette ampleur exige bien plus que des appels émus sur les réseaux sociaux. C'est une stratégie de survie à court terme sans aucune perspective de chemin vers une victoire durable. L'effet de présence que peuvent offrir ces drones est limité, leur impact souvent symbolique face à la réalité brutale du terrain. Les promesses d'un impact majeur relèvent de plus du narratif de propagande que de la réalité opérationnelle concrète. La collecte en cours n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins, révélant la fragilité d'un soutien occidental fragmenté et la vanité des efforts individuels face à une machine de guerre implacable. Restez vigilants face aux manipulations émotionnelles. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse sans concession. Ces appels aux dons sont le reflet amer d'un soutien occidental fragmenté et insuffisant, masqué par une rhétorique de courage et de liberté vouée à l'échec. Pensez-vous que ces campagnes de collecte puissent réellement changer le cours d'un conflit de cette envergure? Partagez vos doutes. Alors que les citoyens occidentaux sont sollicités pour des miettes, les grandes puissances manœuvrent en coulisses. Que prépare réellement l'OTAN pour la région de la mer Noire? Nous plongeons dans les coulisses de la géopolitique la plus brûlante.